Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le 15e épisode de la saison 8 de Vue du banc. Épisode enregistré à 23h37 en ce mercredi 23 juin, quelques dizaines de minutes après la fin du match entre le Portugal et la France. Un score de 2 buts partout. Il y avait également, dans le même temps, un match entre l'Allemagne et la Hongrie, là aussi 2 buts partout. Pour parler de ces matchs-là, ainsi que ceux de 18h, impliquant notamment la Suède et l'Espagne, et se projeter sur les 8e de finale de cet Euro, mes deux compères, Florent Donuti, salut Florent. Salut Christophe. Et Raphaël Cosmidis, salut Raphaël. Bonsoir messieurs. Alors, on va forcément déjà affirmer nos limites à partir du moment où on se focalise sur un match pour essayer de bien l'analyser. C'est plus difficile d'avoir un œil sur un deuxième match, donc du coup l'Allemagne-Hongrie, on va pas forcément en parler. On a vu les buts, on a vu les radars de stats, etc. Mais bon, on n'était pas suffisamment attentif pour en parler précisément. Donc on va d'abord, sur la session de 21h, se concentrer sur le Portugal-France. Avec, donc je le disais, 2 buts partout. Côté portugais, penalty de Cristiano Ronaldo au 30e et 60e. Et côté France, début de Karim Benzema à la 45e plus 2 à la 47e. Des buts qui ont été mis techniquement à la même minute. L'un dans les arrêts de jeu de la première, l'autre en tout début de seconde période. Côté compo, côté français, Lloris dans les buts. Derrière Koundé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez au milieu, Pogba, Kanté. Un cran plus haut, même si les zones occupées étaient un petit peu particulières. Tolisso, Griezmann, Mbappé et Benzema devant. Côté portugais, Rui Patricio dans les buts. Semedo, Pep, Diaz, Guerreiro derrière. Au milieu, Moutinho, Danilo, Renato Sanchez. Un cran plus haut, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Diogo Jota. Florent, quel est ton premier sentiment sur ce match assez particulier ? À la fois, en fait, il y a plein de choses dont on peut parler. On peut à la fois parler des 10 dernières minutes où ça ne joue quasiment plus, du rapport entre ce score-là et ce qui se passait sur le terrain pour l'avenir et la place de ces deux équipes-là. On peut parler de la manière dont ont été marqués les buts, puisqu'il y a quand même 3 penalties sur 4 buts marqués. On peut parler des systèmes de jeu où, voilà, côté français, c'était parfois illisible. Il y a des changements avec notamment la blessure de Lucas Digne, alors qu'il venait juste de rentrer. Donc, du coup, tu termines avec Rabiot latéral. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut évoquer. Qu'est-ce qui te marque le plus en entrée ? Est-ce qu'il y a un truc qui est plus marquant que le reste ? Franchement, malheureusement, le truc qui m'a le plus marqué, c'est les 10 dernières minutes, voire les 5-8 dernières minutes, où ça ne jouait vraiment plus du tout, et les deux sélectionneurs étaient très contents que ça joue plus du tout, alors que quand même, Fernando Santos n'a jamais été aussi agité, je crois, que pendant les 5-6 dernières minutes. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais non, sinon, sur le match, je vais rester quand même sur l'idée de départ, avec ce 4-4-2, parce que avec Koundé, Tolisso côté droit. On en parlait hier, on se demandait comment ça allait s'animer. En fait, on a eu la réponse, ça ne s'est pas animé, ça pouvait pas s'animer, en fait, de base. Et moi, ce que j'ai presque envie de retenir, c'est l'entrée en jeu de Kingsley Coman sur une vingtaine ou une trentaine de minutes, je sais plus exactement à quel moment il rentre dans ce match, à quelle minute exactement. 66e. Ouais, donc 25 minutes à peu près. Et encore, on peut dire 15 minutes vu que ça n'a plus joué dans les 10 dernières, même si lui essayait de jouer encore. Et je retiens son entrée parce que finalement, avec lui sur le terrain, la France n'a pas bizarrement encaissé plus d'occasions. N'a pas plus mal défendu. Il a même fait des retours, il est même revenu gratter un ballon à un moment donné dans l'axe. Je me suis dit, tiens, on défend aussi bien avec Tolisso qu'avec Coman, dis donc. Et il apporte une percussion supplémentaire. Donc
j'espère que ce quart d'heure-là, parce que je compte pas les 10 dernières minutes, peut permettre à Deschamps de se dire peut-être que ça peut marcher aussi le 4-2-3-1 avec Coman à droite, parce que de toute façon il fera les efforts défensifs. Et en plus ça nous permettra peut-être, si un jour ça arrive, de tenter une asymétrie en possession du ballon. Raphaël, même question, le point le plus marquant pour toi juste à chaud au sortir de ce match? Parce que tu étais quand même assez animé en début de match, notamment sur ton incompréhension de l'animation française. La deuxième mi-temps étant de meilleure facture, je sais pas si ça s'est dilué dans ton esprit. Ça s'est dilué parce qu'il y a eu d'autres événements et puis après on a suivi en parallèle sans regarder le match l'avenir de l'Allemagne. Mais non, mais la première mi-temps des Bleus quand même est assez frustrante parce que sur les deux plans du jeu, parce que offensivement oui il y avait beaucoup de difficultés et l'animation était parfois incompréhensible avec beaucoup de joueurs derrière le ballon ou beaucoup de joueurs qui allaient dans les mêmes zones alors qu'il n'y avait pas besoin d'y aller parce qu'il n'y avait pas de pression sur le porteur et que de toute façon il y avait déjà un partenaire qui était libre dans cette zone-là. Parce que exactement la même chose que le Portugal contre la Hongrie en première période, c'était vraiment le même problème. Et l'autre plan qui est peut-être encore plus marquant parce qu'on a vu comment les Allemands ont réussi à embêter les Portugais, c'est le fait que les Portugais sont ressortis très tranquillement face à cette équipe de France, alors qu'ils avaient eu toutes les peines du monde pour ressortir face à l'Allemagne. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes systèmes, et c'est une l'équipe de France qui est moins habituée à presser haut, pardon. Mais tu risquais pas d'être éliminé, donc de toute façon, la soirée n'aurait pas pu être particulièrement dramatique, elle aurait pu être décevante, mais pas forcément dramatique. Mais tu te mets en difficulté contre une équipe qui, à mon avis, peut être plus facilement embêtée. Même s'il y a quand même quelques changements côté portugais qui ont fait du bien aussi. Mais c'est vraiment la première période sur les deux phases de jeu. Elle est très très compliquée pour l'équipe de France et se pose la question de comment se passe la deuxième période s'il n'y a pas ce penalty miraculeux juste avant la pause quand même. Florent, j'en avais déjà parlé, alors peut-être que c'est moi qui fais une fixette là-dessus. Ce qui m'embête à nouveau dans le cas français où on sait que cette équipe est capable de gagner les matchs même sans forcément briller collectivement parce qu'elle a les individualités pour faire les différences, c'est qu'encore une fois j'ai trouvé que le but te pèse vraiment et qu'en gros après un but encaissé t'es pas dans la réaction en fait. C'est-à-dire là il y a le penalty qui vient un peu casser la dynamique, mais déjà je trouvais que les 28-29 premières minutes avant le penalty étaient pas de très bonne facture, et le quart d'heure suivant je vois pas une équipe qui va se révolter, va totalement adapter son plan de jeu. Alors à chaque fois tu t'en sors, mais je me pose la question de savoir est-ce que tu pourras à chaque fois renverser les choses si tu n'as pas ce côté, bon, on joue au petit trot, mais en fait s'il faut accélérer, on accélère. J'ai l'impression qu'en fait cette équipe n'a pas forcément plusieurs vitesses dans son intensité collective, etc. Et ça, c'est peut-être un changement. Alors, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de changer l'intensité collective et d'avoir une deuxième vitesse sur ce match-là? Je sais pas, mais moi le seul moment où l'équipe de France sur les 3 dernières années j'ai un souvenir où la France réussit à montrer ça, c'est face à l'Argentine, lorsqu'ils sont menés 2-1 face à une équipe qui était beaucoup plus faible qu'eux suite à une première mi-temps particulièrement catastrophique. Ils reviennent, ils prennent le but en début de deuxième mi-temps avec la tête de Mercado, ou la tête ou le pied d'ailleurs, je me rappelle plus exactement comment il finit. Et derrière, ils se réveillent en un quart d'heure, ils renversent le match et puis ils finissent par s'imposer. Ils marquent 3 buts très rapidement, en développant en plus leurs meilleures actions du tournoi. Et ça, c'est vrai que là, sur le 3e match de poule, on l'a pas vu, mais c'est vrai que comme tu le dis, à 1-0 pour le Portugal, s'il y a pas ce penalty avant la mi-temps, il y a rien en fait jusqu'à la mi-temps côté français. Il y a quasiment pas d'approche, pas d'occasion. Je les ai pas en tête toutes parce que j'ai rien noté sur ce match-là. J'ai assez vite décroché. Mais de toute façon, sur la première période, côté français, à part Pogba qui lance Mbappé ou une adaptation Pogba qui lance un autre joueur, il y avait strictement rien pour avoir des situations dangereuses. Et d'ailleurs, sur le but, c'est Pogba qui essaie de lancer Mbappé. Enfin, sur le penalty obtenu. Raphaël, en seconde période, les choses changent. Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est simplement Pogba qui hausse le curseur? Est-ce que l'entrée de Rabiot fait vraiment du bien? Est-ce que l'adversaire trouve un peu moins Renato Sanchez, qui était le joueur qui changeait les choses côté portugais? Tout le monde l'a réclamé. Il a fini par être titularisé et ça s'est vu. On a vu son impact dès le début de match. Voilà, est-ce que tu arrives à trouver une explication à la différence entre l'avant et l'après mi-temps? Ce qui change surtout, c'est que l'équipe de France marque très vite quand même. C'est-à-dire qu'une fois que Pogba n'est pas attaqué, n'est pas pressé,
à nouveau inspiré, il trouve une magnifique passe en profondeur, et à nouveau, ça très rapidement, parce que je sais plus quelle est la minute, mais il me semble que c'est dans les 5-7 qui suivent le retour de la mi-temps. 46-44. Ouais, 46-44. Ah ouais, bah c'est même encore plus proche que ça. Mais j'ai du mal à juger ce qui change en deuxième période, parce que le but intervient même avant qu'on puisse qu'on puisse évaluer la modification de comportement ou de joueurs de l'équipe de France, parce que l'entrée c'est Lucas Digne, qui va ressortir d'ailleurs. Mais t'as pas le temps de l'évaluer, t'as juste Pogba qui est très inspiré, qui fait une super passe D, qui déjà en première mi-temps était pas forcément attaqué tout le temps, parce que c'est déjà comme ça que le penalty de sifflé sur Mbappé vient, c'est que Pogba était pas attaqué et peut lancer Mbappé dans la profondeur. Donc ça c'est un problème principal que le Portugal a laissé pendant une bonne partie du match, a essayé de régler un peu après avec l'ami Jean Paligna, excellent nom, qui a été un peu plus agressif sur lui, même s'il se fait manger sur la frappe lointaine de Pogba. Mais franchement, je suis pas sûr que ce soit ce qu'apporte l'équipe de France qui change beaucoup dans la foulée. Je pense que le Portugal après se dit qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, est-ce qu'on est éliminé ou pas, parce que l'Allemagne égalise puis reprend un but, puis quand ça repasse à 2-2 sur un penalty heureux pour le Portugal, pas qu'il ait pas mérité, hein, mais dans un moment où ils sont pas forcément très bien. Derrière, c'est bloc bas, on verrouille, bloc médian, et puis après on fait tourner tranquillement. Donc je suis pas sûr que ça ait tourné sur vraiment des modifications de comportement, moins que sur des momentum, quoi. L'équipe de France est revenue à marquer vite, et derrière t'as une espèce de libération. J'ai l'impression que ça a été ça sur pas mal de moments du match d'ailleurs, même si sur le Portugal il y a eu des bonnes séquences en première période, mais facilité par le pressing français très gentil, on va dire doux. Florent, il y avait un aspect test dans ce match, à partir du moment où tu changes de système, tu essayes quelques hommes. Qu'est-ce qui peut être gardé de ces essais ? Est-ce qu'il y a des choses, sachant qu'il y aura dans tous les cas la question du latéral gauche qui va se poser, si ni Digne ni Lucas Hernandez ne sont aptes à jouer les prochains matchs ? À part ça, et même non, du coup c'est une question supplémentaire, mais je vois pas. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'entrée de Coman. Pour moi, Coman ne doit pas sortir de cette équipe. Après, plutôt que de bricoler avec des mecs qui sont pas à leur poste, je comprends pas. Je comprendrais pas qu'ils soient pas alignés face à la Suisse, d'autant plus que la Suisse est un adversaire qui devrait lui offrir quand même quelques situations pour s'exprimer, je pense. Donc voilà, mais ça c'est autre chose. Mais globalement, qu'est-ce que tu veux retenir des choix parmi les titularisations ? Koundé à droite, on savait que c'est pas un latéral droit. En plus, il donne ce penalty, et faire ce genre d'erreur, je pense que c'est le genre de choses auquel Deschamps peut retenir, et au moment de choisir avec un autre joueur au tour suivant. Après, moi tu m'entendras pas dire qu'il a fait un mauvais match, hein, il était pas à son poste. Et ensuite Tolisso, à droite, on a vu. Oui, non, il a joué très intérieur, demi-espace. Il a essayé de se projeter, à prendre la profondeur parfois. Quand Benzema décrochait en première mi-temps, il a fait un appel notamment. Mais globalement, tu le mets pas à son poste, il va pas avoir le meilleur rendement. Et après, non, les seuls joueurs qu'il faut retenir, ce sont les certitudes. Raphaël a déjà assez longtemps parlé de Pogba. Tu peux dire que Benzema met ses buts et se débloque enfin dans le tournoi, et ça sera peut-être bien pour lui pour la suite. Mais globalement, en termes d'enseignement tactique sur la suite, des choses nouvelles que tu aimerais revoir, moi, personnellement, à part Coman, je retiens rien de ce match. Après, Raphaël, ce qu'on peut retenir aussi, c'est les choses qu'on ne reverra pas. C'est-à-dire qu'au moins, tu peux peut-être, je ne sais pas, barrer définitivement. Lucas Digne, tu veux dire ? Oui, bon là voilà, mais tu peux même potentiellement barrer Koundé. Je crois que Koundé, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il a fait 3 matchs latéral droit en pro dans sa carrière. Donc bon, c'était peut-être un peu audacieux de le lancer à ce poste-là, mais par exemple, tu vois, en gros, la certitude que tu peux gagner, c'est si Didier Deschamps ne croit définitivement plus en Jules Koundé, à partir du moment où j'ai l'impression qu'il n'a jamais cru en Léo Dubois, qu'il est plus là parce qu'il fallait prendre quelqu'un d'autre, ça voudrait en gros dire que tu as Benjamin Pavard jusqu'à la fin côté droit. Tu vois, tu peux aussi avoir des enseignements par élimination. Pareil, ne plus avoir Tolisso, entre guillemets, côté droit, même si encore une fois, c'était plus théorique que la manière dont il s'exprimait sur le terrain.
Ouais, après, j'ose espérer que Deschamps continue à croire à Koundé en tant que défenseur central, mais ce qui est dommage là-dessus, c'est quand tu vois la blessure de Digne, que Rabiot entre et que derrière Coman entre, tu dis, ah bah c'est là qu'ils vont jouer à 3 derrière. Bah oui. C'est à ce moment-là. C'est ça n'arrive pas en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tu peux, à un moment donné, tu te dis, mais même quand Koundé rentre, quand Coman rentre, tu peux l'avoir la symétrie. En plus, t'es dans un match, il reste 25 minutes de jeu, il se passe plus rien, il y a plus personne qui veut jouer. Bah, teste un truc. Enfin, tu pouvais tester là. Tu pouvais faire tenter quelque chose. Bon, Rabiot se serait retrouvé piston, certes, il se serait retrouvé piston à gauche. Mais d'ailleurs, il y a une montée qui fait côté gauche où il est lancé. Tu te dis, bah pourquoi pas. Après, en vérité, ce qu'il fait généralement dans les bonnes séquences, c'est qu'il reçoit le ballon, que sur sa prise de balle, il va tout droit et il percute et il finit par jouer intérieur. Donc s'il le fait depuis le couloir, ça marche aussi. Ça peut marcher, ouais. Il a un bon pied, il peut aller marquer au deuxième poteau à la Hattebourg ou à la Gossens. Ça se trouve, il est grand. À l'Euro, hein. Ouais, c'est ça. Il est grand. Non, mais c'est pas, tu vois, dans le genre de trouvaille improbable, c'est pas impossible que Rabiot, là, ça dépend de l'état des deux, tu vois. Mais s'il y en a aucun des deux qui est prêt à jouer le 8ème, bah, c'est Rabiot ton latéral gauche sur le 8ème. Il y a des chances, oui. Bah, de toute façon, à partir du moment où il le lance là, ça veut dire qu'a priori, c'est l'option prioritaire, j'imagine. Alors, en vérité, a priori, c'est l'option prioritaire parce il lui a demandé, tu penses que tu peux le faire? Et Rabiot a dit oui. Non, mais après, ça, je peux comprendre. C'est le truc qui paraît bête quand tu dis c'est des staffs internationaux, mais en vrai, mais c'est normal. Adulte, tu parles à un mec qui a 25 ans, tu lui demandes. Mais tu parles à un mec qui aime pas jouer 6, hein. Donc enfin voilà, on parle pas de la personne la plus adaptable a priori, voilà, c'est quelqu'un qui a pas toujours été malléable et qui a pas toujours fait des concessions dans sa jeu. Oui, en plus j'allais dire ouais, mais bon, l'équipe de France quand même, tu tapes quel que soit le poste, mais après je me suis souvenu qu'il avait refusé d'être réserviste. Donc, non mais puis après voilà, t'as la coïncidence où tu sors ton latéral, le deuxième se pète au bout de 5 minutes. C'est aussi un truc qui est difficile à prévoir même quand t'es un staff et je me demande et d'ailleurs je me demande est-ce que Léo Dubois qui avait la polyvalence qui a la polyvalence droite gauche, il a déjà joué à gauche il me semble en club, est-ce qu'il était en tribune ou est-ce qu'il était sur le banc? Tribune. Il était tribune. Après il me semblait l'avoir vu en t-shirt. S'il le fait pas rentrer à droite, il le fera pas rentrer à gauche, hein. De toute façon c'est pas faux. Je pense dans la hiérarchie il est pas bien placé. Non mais en fait la deuxième période est à la fois satisfaisante et frustrante. Satisfaisante parce qu'il y a plus de rythme et tu sens une équipe de France un peu plus inspirée et d'ailleurs ça paye pour Benzema. Pogba est très bien, il y a quelques bonnes séquences, mais elle me frustre parce qu'elle ne permet peut-être pas de corriger, de travailler sur ce qui était mal fait en première. C'est-à-dire que tu sors encore d'un match que tu maîtrises pas concrètement, où tu peux faire des choses beaucoup plus positives et tu t'en sors bien en fait. Et tu t'en sors toujours bien avec cette équipe. C'est toujours quelque chose qui arrive par le talent, par des initiatives individuelles qui font que même les pires performances collectives ne se finissent pas si mal. Depuis que Deschamps est là, finalement, il y a quand même cette capacité, ce don. Je sais pas comment le quantifier, à qui l'attribuer, mais à se sortir de situations compliquées où t'es pas bien collectivement. Et là, le penalty juste avant la mi-temps et le but de Benzema juste après, c'est vraiment les deux symboles de ça. Mais il y a tellement de problèmes en possession du ballon, dans la construction, où je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais on peut développer, où je trouve qu'il y a énormément de décrochage intempestif. Kanté, Pogba qui joue tout près de Varane et Kimpembe, alors que Varane peut conduire le ballon et que Kimpembe aime le faire et sait le faire. Pareil, tes latéraux qui jouent assez bas régulièrement. T'as Griezmann qui vient de décrocher près de tes relayeurs. T'as Benzema qui vient de décrocher en même temps que les autres. Et finalement, la seule profondeur que t'as, c'est Mbappé. Et c'est pour ça que souvent, ça ressemblait à une équipe qui faisait circuler le ballon sans vraie destination. Alors que je sais pas si les mecs se disaient on le fait circuler pour aller à tel endroit ou pour manœuvrer ça, ou si c'est juste on circule et on voit bien. Et puis dès que Pogba ou un autre qui a un bon gelon n'est pas attaqué, et ben regarde si Mbappé fait un appel et ça marche. Ou ça marche pas. Mais mais d'ailleurs la relation Pogba-Mbappé, je pense, est la relation la plus importante de l'histoire de l'équipe de France depuis, je sais pas, depuis 15 ans quoi. C'est le truc qui te fait exister sur 2 compètes de suite. Et je me dis qu'en fait si Mbappé naît 2 ans plus tôt, l'Euro 2016, tu l'attrapes aussi avec lui. Sachant que t'as déjà failli l'attraper à pas grand chose sans lui. Oui. Donc, avec Moussa. Ouais, avec Moussa. Mais Pogba avait pas de cible dans la profondeur en 2016. Non, bah c'était remise de Giroud quoi, remise de Giroud pour Griezmann qui arrive à lancer derrière quoi. Bah il y a le but marqué contre l'Islande, je crois. Ouais. C'est le but contre l'Islande où Pogba met une balle en profondeur, Giroud, je sais même pas s'il la touche, s'il la laisse passer et Griezmann fait un appel autour de Giroud pour aller marquer. Mais pour le coup, ce match, je pense, c'est le match référence de l'équipe de France contre un bloc bas ou bloc médian dans l'animation offensive.
il y avait du rythme, je l'ai revu, je sais plus pour quelle raison, il y a quelques temps. Et il y avait beaucoup de combinaisons, beaucoup de gens d'une touche de balle, et c'est un truc qu'on n'a jamais revu, alors que franchement, l'Islande défend pas moins bien que le Portugal. Et c'est dommage de pas revoir ça plus régulièrement. C'est assez frustrant. Florent, est-ce que tu accordes de l'importance ou pas au fait que le milieu français a eu beaucoup de mal face à Renato Sanchez pendant de longues périodes, je sais pas, mais en tout cas, il a vraiment fait du mal. Et c'est quand même a priori une valeur sûre que tu as, le fait que tu peux tenir ton bloc parce que Kanté, Pogba doivent, entre guillemets, assurer, genre au pire Pogba oriente et Kanté va récupérer ou va le mettre dans des zones difficiles. Alors je sais pas si tu vas recroiser beaucoup de profils à la Renato Sanchez des bons jours. C'est ce que j'étais en train de regarder justement sur les tours suivants et j'en vois pas pour le coup. Parce que là pour le coup en plus Renato par rapport à d'autres milieux de terrain qui pourraient voilà tu balades quand t'es Pogba en les baladant parce que t'es plus mobile parce qu'il y a du jeu etc. Lui les balades se baladait mais c'était physiquement. Il résistait au contact, il couvrait son ballon et ensuite il pouvait trouver une solution. Et là en l'occurrence des joueurs capables de rivaliser physiquement, on avait vu sur le premier match face à l'Allemagne une vraie différence en mobilité, en puissance, en explosivité par rapport à Kroos et Gundogan. Je pense quand même que tu vas pas forcément recroiser de Renato Sanchez, à part si tu croises le Portugal en demi-finale, puisque c'est une possibilité vu le tableau qui s'est dessiné ce soir. Mais je pense qu'il y a très peu de milieux, à part peut-être les milieux des Pays-Bas. Frenkie de Jong, Wijnaldum, peut-être que ces milieux-là peuvent vraiment les mettre en difficulté. Mais sinon, quand tu regardes au tour suivant, bon, la Suisse. Freuler, Xhaka, a priori, ça devrait aller. Ça devrait aller, ouais. La Suisse, Croatie, Espagne, ça peut t'ennuyer, mais pas dans le même style, pas de la même façon. Même si Kovacic peut peut-être résister à certains contacts, pourquoi pas. Après Modric, ce serait dans une autre dimension. Après t'as la Belgique ou le Portugal, l'Italie ou l'Autriche. Voilà, jusqu'en demi-finale. À part Renato, c'est vrai que sur ce point-là, en tout cas dans cette dimension très physique, sur cette partie de tableau, il y a quand même pas beaucoup de candidats susceptibles de poser autant de problèmes dans ce domaine-là. Il y en a d'autres, mais c'est plus technique qu'autre chose. Sauf si De Bruyne joue un cran plus bas, par exemple. Ça pourrait être potentiellement une solution. Je suis pas sûr que ce soit forcément le choix qui serait fait par les Belges. Mais lui pourrait prendre la balle. Alors il résisterait peut-être un tout petit peu moins à l'épaule que Renato Sanchez, mais un peu plus fin dans sa conduite de balle. Donc peut-être qu'il pourrait faire 2-3 slaloms. Mais c'est vrai que Raphaël, en fait, je pensais à ça parce que sinon, je vois pas vraiment de problème posé par le Portugal qui aurait mis en lumière des faiblesses françaises que tu connais pas déjà en fait. C'est-à-dire que la France presse peu et une circulation de balles où parfois tu sais pas trop où ça va en venir et que ça dézone, ça puisse se marcher sur les pieds, etc. Ça on le sait et ça te coûte pas forcément de but en fait. Ça t'empêche juste de rentabiliser tous les moments où soit tu peux aller récupérer le ballon dans des bonnes zones, soit les moments où tu l'as et t'essayes d'en faire quelque chose quoi. Ouais, j'ai quand même eu l'impression que le Portugal a parfois pas saisi des opportunités de miser sur le 3 contre 2 à l'intérieur, là, avec Moutinho, Danilo, Renato. Il y avait des séquences où tu sentais que Pogba était assez vite étiré par la présence des trois et que je pense qu'une équipe qui voit ça et qui arrive à mieux manœuvrer à l'intérieur, ce que l'Allemagne n'avait pas réussi à faire, par exemple, à jouer à l'intérieur, que là, le Portugal a un peu plus réussi à faire, pas dans les 30 derniers mètres, mais au moins au milieu de terrain, au cœur du jeu. Je pense qu'il y a quand même un truc pour les adversaires à faire si l'équipe de France, sur son premier rideau, n'arrive pas à être plus active, ou ne veut pas être plus active. Parce qu'entre volonté et capacité, je sais pas où trop situer le curseur quant à cette équipe, qui... c'est quand la dernière grosse performance de pressing de l'équipe de France dans un match à enjeu? Quand est-ce que l'équipe de France est allée chercher haut un adversaire de son calibre? Peut-être des séquences du Portugal en 2019 en Ligue des Nations, là. En 2020, pardon. En novembre, il y avait peut-être quelques séquences où ça allait presser haut et encore. Je me rappelle pas bien du match sur le plan défensif. J'étais à deux doigts d'aller repartir sur le barrage face à l'Ukraine. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à vraiment, si tu parles de bon pressing, vraiment, c'est difficile. Ouais, mais tu vois, je trouve pas. Donc je pense que du coup, il y a... Alors la Suisse t'embêtera pas là-dessus, mais par contre l'Espagne, s'ils arrivent à jouer à l'intérieur, derrière, c'est... Tu vois, si t'arrives pas à gérer un Pedri, qui en plus sera plutôt côté Pogba que côté Kanté, vu que là Pogba a joué axe droit, ça peut changer, il peut inverser pour compenser ça, Deschamps, mais il y a quand même alors on se projette vachement, là t'as galéré pour sortir des poules quand même dans l'ensemble,
même si tu finis premier, on se projette. Donc la Suisse, faudra quand même les passer avant, mais l'Espagne, pour le coup, qui arrive bien à jouer à l'intérieur et avec cette relation Pedri-Jordi Alba, ça, c'est un truc à penser déjà peut-être pour le staff, si certains membres du staff sont dans la préparation à 10 jours d'avance. Et c'est vrai que mine de rien, l'ami Paligna, que je ne connaissais pas particulièrement, a aussi fait quand même du mal à l'intérieur, donc ça prouve que c'est pas juste Renato Sanchez qui a un ovni, c'est-à-dire que tu peux aussi, je crois que c'est un moment où il fait un petit pont, ça crée tout un décalage. Ouais. C'est l'action où il s'enflamme, il fait petit pont et 15 ou 20 secondes plus tard, il finit par une énorme frappe qui part dans les nuages dans les 30 derniers mètres. Mais énorme performance à nouveau l'homme dont on parle beaucoup pendant cette Euro, c'est Bernardo Silva, qui est devenu d'une fadeur ces derniers temps assez exceptionnelle. Et Bruno qui est entré, qui a pas été plus... C'est dommage parce qu'en plus c'est la génération qu'on attendait du côté du Portugal, et on voit Jota qui percute, qui fait des appels, qui voit pas trop ce qui se passe autour de lui, mais qui est très actif. Autant Bernardo et Bruno sur cette Euro, alors ça peut s'expliquer collectivement aussi, mais disons que quand Renato, qui a passé 2 tiers de sa saison, comme tu me le disais Christophe, sur le banc à Lille, arrive à faire des diffs, tu peux en attendre un peu plus de Bernardo et Bruno, et c'est peut-être aussi pour ça que le Portugal est inoffensif à ce point malgré la qualité individuelle. Et puis le problème en plus de Bruno, c'est que pour une fois qu'il avait fait un retour défensif, il a déglingué Coman dans la surface. Ah, c'est lui? Je pensais que c'était Neves. Ah, c'est peut-être Neves? Ah, je sais pas. Ah oui, non, sur la faute, pardon. Oui, non, je confonds avec l'inverse, avec quand Koundé se fait dégommer par Oliveira alors qu'il est en train de dégager un ballon. Je crois que c'est en fin de match. Mais oui, c'était Bruno qui fait faute sur Coman, une des fautes les pas sifflées les plus inexpliquées de l'histoire. J'ai pas compris. Ouais, parce qu'en plus, moi j'aime pas trop tilter qui c'était sur la faute, mais après, genre, il engueule à moitié Coman, dire ah mais t'es pas mal, t'as envie de dire écoute, enfin t'as quand même senti qu'il y avait un contact peut-être. Ramasse ton talon. Ouais, non, et d'ailleurs, on continue, Florent, la thématique des coups de poing dans la tête, des têtes contre tête, etc. Ouais. Là, bon, c'est pas un duel aérien où t'en as un qui tombe et qui a plus mal que l'autre. Là, c'est vraiment un fulguro point dans la tête. Fulguro coude, même. Anthony Lopez a applaudi sur le banc portugais. Non, c'est vrai que, celle-là, le ralenti. Franchement, comme il le disait sur TF1 aux commentaires, tu peux sortir le rouge là-dessus. Hein. Ouais, enfin, ça m'aurait pas choqué du tout. Hein. Il fait point, mais en plus il fait coude derrière. Il arrive à faire point. Ah ouais, non, celui-là, celui-là c'est il y a et que Danilo sorte debout. Il a récupéré assez vite quand même. Vous avez pas trouvé au début qu'il faisait des convulsions? Bah moi je crois qu'il faisait des convulsions. Son regard quand il est au sol là, son regard un peu fou. Je me suis dit, c'est pas un humain en pleine possession de ses moyens qui a ce regard comme ça, totalement, je sais pas, habité. Mais d'ailleurs, il refait un quart d'heure derrière. Hein. Ah, mais je pense qu'il sort dans un sale état quand même, parce qu'il sort à la mi-temps, ouais, et à mon avis, il sort à la mi-temps. Allez, je crois qu'il fait peut-être 3 minutes sur la touche avant de rentrer, donc encore une fois, bon. Ouais, la gestion de la situation, pas ultra convaincante, je crois. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure tu parlais de genre des changements un peu dans l'urgence, genre Rabiot, bon bah qu'est-ce qu'on fait, qui ont fait rentrer comme latéral. D'ailleurs juste comme ça pour évacuer le sujet. Là sur le banc aujourd'hui, vous allez me dire, je vais faire toute la liste des gens qui étaient sur le banc, qui sont rentrés ou non, et vous allez me dire s'il y a quelqu'un qui peut prendre éventuellement la place de Rabiot, qui lui-même prendrait cette place libre à gauche. Alors il y a Pavard, Giroud, Lemar, Langlais, Ben Yedder, Zouma, Sissoko, Coman, Rabiot, Digne. Soit des centraux, soit tes joueurs avec Lemar, tu fais un peu comme, bon c'est pas tout à fait le même profil de joueur, mais Malouda à l'époque qui avait pu jouer latéral à un moment. Bah, dans l'absolu, j'aimerais bien Lemar, mais je ne crois pas du tout à cette possibilité dans l'esprit du staff français. Et après tout, je peux comprendre leurs doutes quand même, de dire est-ce qu'il va pas se faire exploser dans la profondeur par quelqu'un. Sinon, tant qu'à faire, tu mets Jules Koundé à gauche et tu fais rentrer Pavard. De toute façon, Jules Koundé, là, il peut... Je crois qu'il a déjà joué un match à gauche, ou 2. Je sais plus, j'avais regardé sur Understat, je crois que c'était genre 1 ou 2 matchs à gauche et 3 à droite. Non, mais c'est ça, c'est ça. En vérité, là, il y a 2 options, c'est Rabiot ou Langlais. Et Langlais, je pense que tu lui mets un gros ailier sur le 1 contre 1 et c'est pas possible. Donc, Après, il avait l'avantage, c'est qu'il était côté Bernardo Silva. Oui. Après, par contre, si les Portugais avaient permuté et mis Jota dans cette zone, peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué pour Rabiot comme pour Langlais.
Après, Rabiot est quand même plus véloce, tu vois. Donc ouais, mais dans le plus dos. Confiance sur cet aspect-là. Je pense plus à ce il qui se passe en dans le prend dos. une à un moment. Bruno part dans son dos à un moment, là, quand il essaye de centrer en retrait et que c'est détourné par Varane. Je crois que c'est la fois où il se fait un peu prendre dans le dos. Mais, tu vois, franchement, Lemar, ce serait génial parce que c'est le genre de mec que tu imagines bien, limite, si ta défense est à 3. Il l'a fait d'ailleurs avec l'Atlético à un moment de jouer couloir gauche comme ça, piston gauche. Après, c'est les systèmes. Il me semble qu'il a peut-être fait une ou deux fois la position un peu hybride de Carrasco qui se ressent, qui passe à 5 sans ballon quand vraiment faut verrouiller, mais qui en possession joue vraiment beaucoup plus haut que ne joue un latéral de Deschamps, quoi. Mais en tout cas, bon, de toute façon, sur l'autre poste où Lemar pourrait jouer, ça aurait été finalement dans le rôle de Tolisso. Et vu l'entrée de Coman qui était pas du tout dans l'esprit d'apaiser les débats sur la fin de match, qui à chaque fois qu'il recevait le ballon voulait percuter, faire des diffs. Je pense aussi qu'il le faisait par intérêt pour la place de titulaire en 8ème, mais bon, rien que sur il fait quoi? Il fait 25 minutes? 20 minutes? Ouais, c'est ça. Ouais, mais 15 en réalité, comme je disais tout à l'heure, vu que le match s'arrête à la 80e. Après, sur les 10 minutes suivantes, il fait quand même un ou deux trucs. Oui, lui est énervé aussi. Du coup, tu peux lui rajouter 2-3 minutes de participation quand même. C'est vrai. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit... Enfin, après, c'est le seul vraiment à rentrer sur ce timing-là. Mais j'ai l'impression que souvent, dans les matchs comme ça, où plus personne ne joue, vraiment plus personne ne joue. Alors que moi, je serais vraiment à 100%... comme un Rudy Gobert au All-Star Game où tout le monde s'en fout et lui il veut quand même contrer ses tirs. Genre non, moi le seul truc que je sais faire, je peux le faire maintenant, donc trottiner si vous voulez, moi ça m'intéresse pas. Christophe, le latéral droit qui déclencherait un pressing et sortirait sur le défenseur, quoi. Il ferait tout le terrain. Et je sais plus, je voulais dire un truc, mais ça devait pas être très intéressant parce que je l'ai oublié. Donc tant pis. On va se projeter peut-être sur le match suivant rapidement, ou alors on fait le bilan de l'Euro. Vous préférez quoi? Enfin le groupe. On fait l'équipe type. L'équipe type. Ouais, l'équipe type de la poule. Ouais. L'équipe type de. On va parler de l'Espagne aussi. Après, l'Espagne aussi. On parle de l'autre poule. Ah non, si, je sais ce que je voulais dire. C'était pas ultra intéressant. Florent, est-ce que tu préfères ta vie actuellement, ou alors la vie de Joao Félix qui regarde Bernardo Silva être titulaire et André Correa être titulaire à sa place en championnat, et en gros te dire que voilà, tu ne joues plus vraiment alors que les titulaires sont à un niveau fluctuant? La vie de Joao Félix, parce que ça doit être bien quand même de passer du temps au soleil sur un banc de touche. Quand même, je pense que je penche pour la sienne, mais non, c'est vrai que ça doit être assez frustrant, même pour lui comme pour d'autres offensifs portugais. Je sais plus qui est-ce qu'il y a sur le banc. Je pense que la vie de Pedro Neto, par contre, qui n'est pas là, est encore plus frustrante pour le coup. Oui. Parce que lui aussi aurait pu faire quelques dégâts, je pense, s'il avait eu sa chance. Je pense qu'il aurait pu faire une entrée à la Coman. Dans le genre, par exemple, j'ai pas du tout compris quelle était l'idée là en fait. Moi je veux juste aller dribbler, percuter et faire des diffs. Mais je pense qu'il est sincèrement devant sa télé et il voit les choix, il fait mais non en fait, moi je serais parti là, enfin, tu n'as pas compris, non, moi ça je sais le faire, là ce que vous savez pas faire, moi je le fais. Je pense qu'effectivement il doit y avoir une certaine frustration, et donc ouais, sur le banc, il y a notamment donc Totota en offensif, c'est en gros celui qui est pas rentré, c'est André Silva qui a claqué, je sais plus, 27 buts en Bundesliga. Bon, il y a pas mal de pénaux dans le lot. Mais bon, vrai pur numéro 9, après t'as quand même Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, petite parenthèse, qui égale le record de buts dans l'histoire des sélections d'Ali, et qui a quand même ce truc très intéressant. Contrairement à Harry Kane, des fois il décroche dans des zones totalement lunaires. Bon, je me souviens, il était le long de la ligne de touche au milieu de terrain. Sauf qu'il finit toujours par quand même se reprocher dans la surface au bon moment. Chose qu'Harry Kane ne fait quand même pas depuis le début de l'Euro. Donc ça, c'est un truc où tu te dis, bon, parfois ça n'a aucun sens, mais au final il se retrouve toujours quand même au bon endroit quand l'action se développe. Donc c'est un vrai talent. Notre 11 de ce groupe, le groupe F, on va commencer par le gardien. Il y a Neuer, Goulassi, Lloris, Rui Patricio. Ah, Rui Pat... Ouais, je pense parce que... Ouais, mais je pense que même s'il en prend 4 contre l'Allemagne, il peut rien sur les 4, parce que c'est des tapines pour la plupart. Et il sort quand même un arrêt gigantesque aujourd'hui sur Pogba, un double arrêt même. Et j'ai pas souvenir par contre s'il fait des gros arrêts contre l'Allemagne, j'imagine. Je me rappelle plus exactement. Et contre la Hongrie, il avait fait quoi? Il avait j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je vous demande. Je pense qu'il avait quasiment rien eu à faire face à la Hongrie. Non, c'était très tranquille. Mais je l'ai revu, mais j'ai pas fait attention. Non, ouais. Oui, non, en fait. Sachant que Goulassi coûte un but en faisant une sortie cataclysmique
Ouais, face à aujourd'hui, ouais. l'Allemagne, sachant que mine de rien, ça élimine son pays indirectement. Si t'enlèves ce but-là, la Hongrie se qualifie. Que Lloris fait donc un coup de coude dans la tête qui coûte un péno. Et donc du coup, il reste Neuer. Et Neuer, j'ai pas souvenir qu'il ait eu quoi que ce soit à faire. Et je le trouve pas fou sur sa sortie sur le deuxième but hongrois aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être un peu à contre-temps sur cette C'est action. vrai, soit tu restes dans ton but, soit tu devances l'attaquant. Mais c'est ça. Bah sur Rui Patricio alors. Allez, Rui Patricio. Allons-y. On peut passer 2 heures dessus. Latéraux droit, il peut y avoir Kimmich, Nego, Pavard, Koundé, Semedo. Non, mais il n'y a pas de débat avec Kimmich. Là, Semedo fait pas une phase de poule dégueulasse, malgré son match contre l'Allemagne où il est juste trop resserré, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Mais là, contre la France, j'ai trouvé plutôt bon. Mais bon, Kimmich quand même. Alors, à gauche, avant les centraux, Gossens, Fiola, Lucas Hernandez, Guerrero. Ouais, non, mais Gossens, c'est bon. Et ensuite, centraux, on regarde si on en met 2 ou 3 en fonction. Alors que Fiola a été bon quand même. Ouais. On peut le signaler. Mais bon, par rapport à Gossens, il n'y a pas. Les latéraux gauche de meilleure facture que ceux à droite. Donc centraux, en Allemagne, Ginter, Hummels, Rüdiger. En Hongrie, Botka, Orban, Attila Jalai. France, Varane, Kimpembe. Et sinon, Pep Dias. Je crois que tous ont fait toutes les minutes disponibles ou pas loin. Donc, je mettrais Varane quand même. Ouais. Pour le premier match, c'est vrai qu'il est très important sur le premier match. Premier match, et là, il en sort quelques-unes quand même sur des centres. On peut y aller. Par contre, c'est vrai qu'après, les deux patrons, les deux tauliers quoi, des défenses. Après Pep dans une défense qui en prend 4 contre l'Allemagne. Ouais, non, je suis en tant que patron. Les Allemands, tu peux les mettre que sur l'aspect offensif, tu vois. C'est ça aussi le truc. Après, tu peux mettre en hongrois. Hein. Moi, Attila Jalai. Bon, on peut le mettre si vous voulez l'ami Jalai. Allez, on met l'ami Jalai alors. Donc Varane, Jalai, et on en met un troisième, je n'ai pas. Non. Bon, si on n'arrive pas à en trouver, on va pas en mettre 3. Allez hop, on passe au milieu de terrain. Si on fait l'entrejeu. Oui. Bon, Pogba. je vais citer que ceux qui m'intéressent, mais Pogba, Kanté, Renato, Kroos, Gundogan, Nodge, Laminagui, Klein-Eisler et Schäfer. Klein-Eisler. Peut-être Klein-Eisler. Klein-Eisler a été bon. Pogba, t'es obligé de le mettre. Oui. Et t'es pas obligé d'en mettre 3, de toute façon, tu peux mettre un 10 après. Hein. Parce que Kroos, j'ai pas vu son match ce soir. Mais contre la France, il avait été en grande difficulté face à Pogba. Alors il est bon face au Portugal, mais est-ce qu'un match te suffit? Même si ton match est très bon. Je sais pas. Non, ça me va, on peut passer aux offensifs. Sané n'y sera dans tous les cas pas. Havertz, Gnabry, Adam Jalai, Roland, je sais plus, les prononciations, Chalai, je crois, Roland Chalai, Mbappé, Griezmann, Benzema, si on part carrément sur les attaquants, Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Attends, t'en as dit. Havertz, oui, pour moi, Havertz y est forcément. Ouais. Moi, je mettrais Salai. Le Adam. SZ. Le grand SZ, ouais. Qui marque un joli but de la tête ce soir. Ouais. Et troisième, je vais dire par défaut Mbappé, quoi. Mais... Tu mets Mbappé? Tu mets qui d'autre? Il n'y a pas tellement. Tu mets Ronaldo parce qu'il met des pénaux, mais sinon il met 3 pénaux sur ses 4 buts, Ronaldo, non? Ah non, ouais. Il en met un contre il marque contre l'Allemagne, c'est lui qui marque aussi, non, contre l'Allemagne? Je sais ouais, il met le tapin sur le contre avec la passe de Jota, sur le contre de corner. Donc, je sais pas, Christophe, je te laisse trancher, c'est toi le roi de la soirée. Mais Cristiano, il est à 5 buts sur une phase de poule, en vrai. Dans tous les cas, il nous manquera un joueur, non? Là, on serait en 4. Si on met Havertz derrière Saya et Ronaldo, on est en 4-2-1-2. Oui, il manque un joueur parce qu'on a que 2 milieux. Ouais. Après j'ai du mal à imaginer. En fait, le truc, c'est sur la phase de poule de Mbappé, ça te paraît tellement surprenant qu'il se retrouve pas dans l'équipe type, mais finalement, en termes de production en sortie, il y a pas non plus grand chose, quoi. Ouais, mais les différences viennent quand même souvent. Mais les différences viennent de lui, ouais. C'est ça qui rend les. Mais tu vois, est-ce que si on regarde plus l'Allemagne que l'équipe de France, est-ce qu'on met pas Gnabry? Je sais pas, hein, je pose la question. Ouais, parce que le Mbappé est quand même très bon contre l'Allemagne. Et je sais pas.
Ça peut être Gnabry, mais l'Allemagne a fait tellement une performance Après, collective après je folle disais, contre le Portugal. après je disais Gnabry par défaut. Oui, Hein. oui, non, mais J'aurais pu dire Chalai, j'aurais pu dire l'autre. Müller, oui. Je suis d'accord avec toi. J'ai limite envie de mettre Coman juste pour ces 10 minutes-là. Mais c'est vraiment par défaut. Sinon, on ajoute Renato dans le milieu et ça règle la On question. peut ajouter Renato, ouais. Allez. Donc, alors, je récapitule l'équipe. Rui Patricio dans les buts, défense à 4, Kimmich, Varane, Attila Jalai et Gosens. Milieu, Klein Eisler, Renato Sanchez, Pogba, Havertz en 10. Derrière, Roland Jalai, donc on a les deux Jalai, et Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Non, c'est Adam Salah. C'est Adam. J'ai dit quoi? J'ai dit 2 fois Attila? T'as dit Non, Roland. t'as dit Roland. D'accord. T'as dit Roland Chalai. D'accord, ouais. Voilà. Je suis très malade, j'ai passé la journée en PLS, ça commence à se Parce qu'il ressentir. y a les deux frères et il y a le mec qui s'écrit quasiment pareil, donc c'est ça Oui. qui est trompeur aussi. Oui, non, mais en plus, le Roland, je le connais beaucoup moins que le Adam, donc c'est un peu bête de faire un lapsus en mettant le joueur des deux que je connais le moins. Passer un petit peu à l'autre groupe, où on se projette sur les Allez. huitièmes. Alors vas-y, faisons l'autre groupe maintenant. Ouais. Très rapidement, on fait le 11 ou vous voulez parler du match de l'Espagne, les gars? Bah, Christophe veut en parler un petit peu, je crois. Ouais. On fera le 11 après. Ouais, vas-y, fais un mot rapide sur l'Espagne et puis on fait la transition vers le 11. Absolument. Florent, toi, t'avais vu d'un œil, je crois, la Suède, mais sans forcément plus, quoi, genre surtout la première période. C'est ça. J'ai pas vu grand chose, donc j'ai rien à dire sur ces deux matchs. Moi, j'ai vu les buts juste, enfin, j'ai vu le résumé. La Suède a concédé énormément d'occasions, quoi. C'est au-delà du 3-2. Le mur suédois, là, moi qui étais vraiment très client de l'idée, la Suède va bétonner et marquer un but sur une transition, machin, ou un long ballon, je commence à avoir des doutes sur la capacité à vraiment tenir le bloc bas face à un adversaire qui se livrerait. Et très très bonne rentrée de Kulusevski. D'ailleurs, je vais juste donner les buteurs, tant qu'à faire, puisqu'on ne parlera pas de ce match, je vais pas donner les 11. Doublé d'Emil Forsberg, deuxième, 59e, but de Victor Claesson à la 93e. Les deux derniers buts, passe décisive de Kulusevski, qui a joué ses 30 premières minutes du tournoi. Et sinon, doublé de Lewandowski pour l'honneur, 61e, 84e. Lewandowski qui a eu aussi une double occasion sur la barre, avec notamment une tête sur la barre, à 3 mètres du but vide, donc c'était un petit peu dommage. Et oui, moi j'ai vu Slovaquie-Espagne, victoire 5-0 de l'Espagne, CC de Dubravka que je conseille, but magnifique où le gars fait un geste de volleyeur dans son propre but. Tête de Aymeric Laporte, puis but de Pablo Sarabia, Ferran Torres qui met une espèce de Madjer, et Kuska qui met lui aussi un CC là sur une tête de Pau Torres qui touchait son premier ballon, comme Ferran Torres touchait son premier ballon, donc vraiment réussite totale. Alors j'aurais bien fait sur une soirée un peu plus calme 20 minutes, là je vais vraiment me cadrer, simplement pour dire que on a vraiment eu un changement maintenant que Busquets remplace Rodri. C'est-à-dire que, alors je sais pas si c'est vraiment le niveau intrinsèque des joueurs ou si c'est une question de contexte, mais là t'as vu quelqu'un qui faisait la même chose que Rodri en 10 fois mieux, quoi. C'est-à-dire que ça faisait les passes intérieures, ça les faisait bien, tu concèdes rien, je crois qu'il y a 2-3 tirs et le premier tir est en seconde période et il n'y a rien de dangereux en fait de concéder. Donc déjà rien que ça, je pense que ça va changer pas mal de choses parce que t'as un milieu reculé qui vraiment va pouvoir plus facilement toucher les joueurs, et Koké par exemple était un peu moins neutre à ses côtés. Alors je suis pas super fan de Koké en redondance un petit peu avec un Busquets ou avec un Rodri, voilà, un peu dans le même profil. Pedri excellent, mais du coup voilà, Pedri était encore plus mis en position de briller parce que ça orientait un peu moins côté, ça cherchait vraiment à jouer entre les lignes, dans les demi-espaces, etc. Je suis pas ultra fan de la compo, pourtant, je dirais Eric Garcia en défense centrale, Spiniqueta latéral droit, Pablo Sarabia ailier droit. Bon, bah, Pablo Sarabia, finalement, il est sur 3 buts, il fait une passe D, un but, et c'est lui qui fait la frappe, qui est ensuite volleyée dans son but par Dubravka. Donc j'imagine qu'il va rester, mais bon, il est plus là dans un rôle fonctionnel que vraiment sur le fait de bonifier des choses. Hein. Mais voilà, Morata, encore en grosse difficulté, il rate un péno. Mais cette équipe-là a quand même résolu une partie des problèmes qu'on voyait, c'est-à-dire que ça se créait quand même pas mal d'occasions, beaucoup plus de XG que quasiment tout le monde, sans quasiment rien concéder. Il y avait quand même une forme d'anomalie statistique dans la performance, hormis le Danemark, c'était vraiment la plus grosse anomalie statistique de cet Euro. Là, ça s'est résolu du coup, puisque tu n'encaisses rien et tu marques beaucoup, mais la circulation de balles, elle est pas neutre en fait. Il y a vraiment des décalages qui sont faits, pas tout le temps. Mais cette capacité à étouffer l'adversaire, en gros, j'ai vu beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de capacité à mettre un bloc bas hors de position,
qui en avait même sur le tournoi de 2018. Donc ça fait pas de l'Espagne la réincarnation de celle qu'elle était en 2010 ou en 2012. Mais je me méfierais quand même parce que je pense qu'on est en train de voir ce qu'imaginait Florent sur, par exemple, Sarabia, joueur fonctionnel dans ce rôle-là, mais qui va faire ses centres avec des décalages faits en amont. Donc je suis beaucoup plus intéressé par ce qui va se passer côté espagnol que je ne l'étais avant ce match-là. Et voilà, c'est une vraie reprise de crédit avec en plus cet aspect mine de rien qui est important pour une équipe qui est toujours beaucoup plus dans la production que dans la finition. Cet aspect, on convertit la plupart de nos occasions. Parfois, on en rate des grosses, mais on convertit des demi-occasions, donc ça s'équilibre. Donc voilà, équipe beaucoup plus à suivre que prévu et qui ne fait pas qu'une passe à 10 face au but adverse. Est-ce que Azpilicueta va garder sa place, selon toi ? Je sais pas du tout. En fait, je m'attendais à ce que Llorente soit repositionné au milieu si tu mettais Azpilicueta et qu'il prenne la place de Koke pour qu'il puisse être relayeur droit. Ou alors carrément qu'il soit ailier à la place de Sarabia. C'est un truc où je militais, là forcément c'est un peu plus difficile à défendre. Maintenant que Sarabia a fait un super match sur les stats, parce qu'après il y a eu beaucoup de déchets en première période, je pense que clairement ça peut rester comme ça si tu pars du principe qu'Alba joue très haut. En gros, même si c'est pas tout à fait ça, mais ça te permet d'avoir une défense base à 3, parce que Azpilicueta monte beaucoup moins. Aspi, Eric Garcia à la porte. C'est la reverse Abidal Dani Alves. Ouais, c'est ça, non, dans l'idée... De toute façon, Azpilicueta, on le connaît, il peut un peu apporter. Mais c'est vrai que ce côté-là est pas le plus créatif, quoi. C'est pas Laporte, Pedri, Alba qui font des triangles et Pedri, Busquets, Gérard Moreno qui font des triangles, parce que Gérard Moreno était cette fois-ci côté gauche. Mais et puis voilà, super match de Pedri, donc très content. Je pense qu'il va continuer à éclater toutes les statistiques de passes dans le dernier tiers, de percer balle au pied dans le dernier tiers, etc., où il était déjà largement en tête. On va faire le 11 de ce groupe-là, messieurs, où forcément on a un petit peu moins de biscuits si vous n'avez pas forcément suivi ces derniers matchs. J'ai quand même des propositions, déjà. Ah, t'as bossé pendant mon monologue, vas-y. Exactement. Alors devant, je vous propose un duo d'attaque, Ishak-Lewandowski. Difficilement autre chose. Je laisse la porte ouverte, évidemment, après. En fait, j'ai fait d'avant, après j'ai reculé. J'ai mis Forsberg à gauche. Du coup, milieu gauche, ouais. Ouais, milieu gauche. Vraie question au milieu de terrain. Est-ce que l'unique match de Busquets peut suffire pour le propulser directement dans l'équipe type, Christophe ? Déjà, il faut que tu mettes Pedri, je pense. Ouais, on mettra Pedri. En plus, Busquets fait que 70 minutes contre un adversaire où c'est toujours difficile à estimer, parce que la Slovaquie n'est pas explosée sur les matchs précédents. Mais là, c'était quand même globalement très faible. Donc, ça me paraît un peu light. Je partirais déjà sur Pedri. Ça part sur du Pedri. Est-ce que ça part sur du Ekdal ou du Olsson ? Je sais plus, dans les axios suédois. Raphaël les aimait bien, c'est pour ça que je les ai retenus. Ouais, non, mais Raphaël a écrit sur la Suède pour l'équipe, donc du coup il a revu les matchs dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Apparemment, j'avais écrit un article beaucoup plus... Au départ, j'étais parti pour faire un truc court et finalement, j'ai fini à genre 7000 ou 6000 signes sur la Suède. Non, mais Ekdal avait été très très bon contre l'Espagne, notamment dans le contrôle des appels. Mais Olsson aussi, les deux avaient été assez justes. J'ai tendance à préférer Ekdal par moment, mais c'est difficile de séparer le crédit des deux. Après, dans ce groupe, il y a vraiment pas de milieux qui ont marqué les esprits. C'est assez terrible. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, si on fait par élimination, la Pologne, je vois pas de milieux qui se sont vraiment distingués. Sans Pologne, là, on va vite être embêté pour mettre d'autres joueurs, en fait. Oui, il n'y aura pas de défenseur non plus. C'est sûr. On va mettre Ekdal parce qu'il est un peu plus beau qu'Olsson. Ok. Alors, c'est deux milieux plutôt axe gauche, mais Pedri est assez libre, donc on va mettre Pedri axe droit. Donc là, on a Pedri, Ekdal. Alors pour l'instant, en fait, on a les lignes avant. On a Pedri, Ekdal, Forsberg, Ishak, Lewandowski. Ouais. Donc on a 5. Et maintenant, il faut les 5 défensifs. J'imaginais déjà Skriniar derrière, en défense centrale. Oui, même si là, il est pas même bon. Même si là, aujourd'hui... C'est pas lui qui plombe l'équipe non plus, quoi. C'est lui qui les maintient en vie, puisque c'est lui qui leur permet de battre la Pologne lors du premier match. Donc ça peut être un bonus qui le propulse dans l'équipe. J'ai du mal à imaginer un Espagnol, à part peut-être Jordi Alba. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, si tu pars sur 2 pistons, tu peux mettre Jordi Alba quand même, ouais. Ou je sais pas si je pars sur 2 pistons. Parce que... si tu fais un milieu Forsberg, Pedri, Ekdal derrière tes 2 attaquants...
Oui, c'est vrai que là on est sur 3-2 sur la partie offensive, donc du coup la logique ça serait 5 derrière. Tu Non, mets, hop. tu, Après, tu peux aussi mettre Forsberg à gauche et ton Pedri joue. Oui, mais il te manque un milieu quand même. Oui, il on a manque que un trois milieu, milieux, ouais. là, pour Dans ce cas, faut un milieu, Et- ouais. C'est ce que. Mais on va pas le trouver. Hein. Dans cette poule-là, on va pas le trouver. Ouais, mais est-ce que tu vas pas avoir encore plus de mal à trouver des défenseurs? Est-ce qu'on mettrait Bah, pas Paulo Sousa sur le terrain? C'est quand même un super joueur, vainqueur de 2 Ligues des Champions de suite avec 2 clubs différents, très beau milieu, Non, très mais, élégant. Par contre, pour j'allais- trancher déjà le gardien, je pars sur Olsen. Oui, totalement. Il n'y a pas photo. Donc, Non, du- mais j'allais dire que par défaut, tu mets Larsson à la droite, tu vois. Par défaut. Hein. Un milieu droit, Mais oui. il joue milieu droit, ouais. Non, mais voilà, tu mets Forsberg Mais- milieu gauche, Oui, non, mais Larsson dans milieu le- droit avec Dalpedri dans l'entrejeu. Quoi. Alors, Ouais, tu t'as pas d'accord. forcément passé beaucoup d'heures à analyser la Suède, Flo, parce que t'as de la chance. Mais quand la Suède est en possession du ballon, ils sont à 3 derrière avec Lustig qui revient axe à côté de Oui, du coup, il joue Lindelöf piston, ouais. et Ouais. Danielson, et il joue piston, et Augustinson et piston gauche. Ah, bah Lindelof, peut-être. Oui, Lindelöf qui a été très bon sur la phase de poule. Lindelof dans l'axe, Lindelof Skriniar, du coup. Ouais. Il nous reste les 2 latéraux où là, je pense que ça va être. Ah, ça va être Alba Larsson, hein, je vous le dis. Ah, du coup, tu Par mets défaut. Larsson là, tu Ah, mets du coup. pas un milieu. Ah, bah, quel milieu on va mettre? Quel milieu slovaque ou polonais s'est montré sur cette phase de poule? Moi, pour le rire, j'avais envie de mettre Ubochan latéral gauche, mais on va pas. En fait, Non, il, nous mais manque, ça, mais- il nous manque soit un latéral droit, soit un milieu de terrain. À l'heure actuelle. Voilà, Ouais. on en est. Parce que tu vois, j'avais bien aimé le Mac là de la Slovaquie, Il joue à mais il gauche, jouait non couloir gauche comme c'est ça. Forsberg. Donc, Ouais. enfin, même si Forsberg revient intérieur, tu vois. Après, ça peut être un espèce de 4. Je sais pas en fait. Non, je pense qu'il faut qu'on finisse avec Larsson et Pedri et Jordi Alba et trouver un troisième central pour jouer avec Skriniar et Lindelöf. Ça peut être Laporte, ça peut être Pau Torres. À vous de voir. Bah, c'est certainement pas Pau Torres, je pense. Et la Si ça porte, doit il être marque, un- mais il est quand même sur le but pris sur Lewandowski qui lui rentre dedans. Et Ishak, lui, pas fait que du bien non plus. Ouais. Donc, bon. Sinon, on met Danielson parce qu'il est monté sur toutes les touches longues de la Suède. C'était la cible de toutes les touches longues de Lindelöf. Allez, tu sais quoi, on va mettre Danielson parce que j'en ai marre de ce. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que tout le monde est en train de péter un plomb là, en nous écoutant. Donc dans les buts, Olsen, défense à 5, Alba, Skriniar, Lindelöf, Danielson, Larsson. Larsson et Alba qui peuvent du coup se projeter. Hein. Forsberg, Ekdal, Pedri au milieu et Ishak Lewandowski. Et il y a devant. beaucoup trop de Suédois. Hein. Bah C'est terrible. ouais, mais bon. Après, il y a peut-être aussi une espèce de délit de sale gueule pour les Espagnols où t'as du mal à te réjouir de Coquet parce que tu le vois pas incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. mais que T'attends plus, ouais. mais que dans l'absolu, les perfs de Coquet sont meilleures que celles des joueurs en face, parce que l'Espagne domine largement tous ces matchs. Hein. Je crois que sur les XG, ils font 2 de plus que tous leurs adversaires quasiment. Mais bon, c'est la Morata taxe. Donc, messieurs, après ce magnifique moment qui nous permet quand même de voir le différentiel, même si on s'en doutait, hein, entre les groupes, au-delà des équipes, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément d'individualités qui ont impressionné. On n'a pas de passe d'âne, par exemple, cette fois-ci, côté polonais. On peut se projeter sur les Krychowiak. 8e. Oui. Allons-y. Du coup, est-ce qu'on fait 8e par 8e ou est-ce que vous voulez parler d'un ou deux au hasard? Est-ce qu'on les fait tous déjà? Est-ce qu'on ferait Non. pas France-Suisse et juste les 2 premiers 8e à venir? Allez, on va C'est faire pas ça. bête, ça. Alors, France-Suisse, ça sera lundi. Lundi, je ne sais pas à quelle heure, mais lundi quelque part dans la journée, je crois. J'espère ne pas dire n'importe quoi. Comment est-ce que tu vois ça, Florent? Je vois ça comme un très bel adversaire pour l'équipe de France. C'est-à-dire que la Suisse et surtout sa manière de défendre et surtout la passivité qui peut exister au milieu de terrain côté suisse et qu'on a largement pu remarquer lors des premiers matchs. En fait, il y a 2 choses. Donc il y a cette passivité dans l'entrejeu avec Freuler, Xhaka et des attaquants pas forcément toujours très concernés par le pressing. Donc un Pogba qui décroche hors du bloc suisse, je pense qu'il sera pas trop harcelé, trop attaqué, ou en tout cas j'espère pour les Suisses qui vont essayer d'aller le chercher, parce que sinon il y a une route directe vers Mbappé et ses appels côté gauche, appels qui iraient dans le dos du latéral suisse
qui sera soit Mbabou, soit c'était Widmer, je crois, sur le dernier match, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et surtout dans le dos de Nico Elvedi, qui en termes de réactivité pour défendre ce qui se passe dans son dos, la profondeur et en termes de vitesse, je pense peut passer une très très sale soirée s'il a beaucoup d'actions de ce genre à défendre contre Mbappé. Donc le truc c'est que là, les Français, leur point fort, qui est peut-être leur seul point d'ailleurs offensif depuis le début, parce que c'est la seule chose qu'on a vu répéter sur plusieurs rencontres. Ce point-là peut particulièrement faire mal à la défense suisse. Donc de ce point de vue, ça te permet quand même d'imaginer un huitième de finale, pardon, un peu plus, bien à ta portée, parce qu'en fait, ton arme fatale, elle peut vraiment être fatale contre cet adversaire-là, alors que contre la Suède, par exemple, ce serait peut-être un peu plus chiant. Raphaël, on est d'accord que la Suisse aura le ballon? Parce que, la France ne le voit pas forcément et que la Suisse ne sait pas trop faire sans ballon. Quand elle l'a pas, ouais. Ouais. Après, je vais être très honnête, j'en peux plus des France-Suisses. Ce match, je m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est le pire huitième de finale possible pour la France. Pas en termes de chance de se qualifier, mais pour moi, en tant que téléspectateur, il y en avait eu. Alors, France-Suisse, t'en as un en 2018. Non, en 2016, pardon. Je peux dire un des deux, 2016-2018. Tu l'avais en 2014 déjà. Dernier match 2016 en poule. Et tu l'as en 2014 aussi en plus. Il me semble que tu l'as dans ta phase de poule 2014, la Coupe du Monde. Oui, c'est possible. Oui, c'est pas un 5-2 ou quelque chose comme ça. Le deuxième match. Deuxième match alors, le 5-2. Tu l'as à l'Euro 2004, il me semble, que l'équipe de France de Zizou, du tournoi de Trot de Sailly et compagnie, surtout du tournoi de Michael Sylvestre. Tu as un France-Suisse à un moment, dans cette phase de poule. Angleterre, Suisse, Croatie, je crois que c'était ça la poule en 2004. Donc enfin bref, tout ça pour dire, je suis pas du tout, je sais pas ce que vraiment. Alors j'entends Flo qui parle des problèmes tactiques, mais est-ce que dans le fond, genre France-Suisse là comme ça l'excite? En même temps, c'est un huitième de finale d'Euro. Tu t'attendais à quoi? Bah non, mais il y en a deux. Par exemple, tu vois le Pays de Galles, Danemark ou Italie-Autriche. Pas non plus pas des foudres de guerre, mais je sais pas, la France tombe sur un des adversaires qui, je trouve, est le moins innovant ou le moins surprenant parmi les huitièmes de finalistes, tu vois, dans le jeu, quoi. C'est pour ça que ça me passionne pas, mais je sais pas, il y a un tel écart, notamment à l'intérieur du jeu, avec Xhaka et Freuler, Shaqiri contre Kanté, Pogba, Griezmann qui peut décrocher dans cette zone ou alterner avec Benzema, ce qu'on a peu vu d'ailleurs, et c'est dommage qu'il y en ait un des deux qui parte en profondeur, l'autre qui décroche. Ça s'est vu une fois, il y a eu but. C'est peut-être une piste à creuser aussi, voir comment ça va embêter les trois centraux de la Suisse. Est-ce que la France va aller chercher si la Suisse, comme tu l'as dit Christophe, essaie de construire? Peut-être pas, peut-être qu'ils vont juste attendre bloc médian pour pouvoir attaquer la profondeur derrière, mais voilà, on connaît la Suisse, on connaît leurs limites, on connaît la France, on connaît leurs lacunes pour le moment, parce que je pense pas que ce soit des limites mais des lacunes, des choses que tu peux améliorer d'une manière ou d'une autre, alors que la Suisse ne peut pas forcément améliorer tout vu son effectif. Donc là, tu vois, les deux autres huitièmes de finale dont on va parler, les deux premiers du 26 juin, je trouve, sont beaucoup plus intéressants. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter, du coup, vous m'avez totalement plombé le moral. C'est lundi 21h, donc, et on aura, je pense, un duel entre Widmer et Rabiot dans le couloir, et rien que pour ça, on va être en grand plaisir devant ce match. Mais on aura le temps d'en reparler déjà parce d'ici lundi, on en saura peut-être un peu plus sur la compo que les deux sélectionneurs vont vouloir aligner. C'est ça. Et sur l'état de blessure de certains joueurs de l'équipe de France, là, c'est difficile de savoir si Digne ou Hernandez pourront jouer, si tu vas remettre Koundé, si Pavard va revenir en forme ou pas. Donc, déjà, ça donnera quelques indications. Et la Suisse, tu tombes encore sur une équipe qui joue à 3 derrière, comme l'Allemagne, comme beaucoup d'équipes dans cet Euro. Est-ce qu'à un moment, ça va pas donner des idées à Deschamps? Je sais pas. Pourquoi pas, on verra. Les huitièmes de finale de lundi, donc à 18h de samedi. Je vais y arriver, c'est 18h Pays de Galles, Danemark et 21h Italie-Autriche. Pays de Galles, Danemark, donc Florent. Déjà, on va voir le Danemark, ce qui nous fait plutôt plaisir. Ce qui est une bonne nouvelle en effet. Oui, on va voir le Danemark, et c'est vrai que par rapport à ce que les deux équipes ont montré, je pense qu'il y a quand même un sacré écart entre le Pays de Galles entre le Danemark plutôt. J'ai cité l'équipe qui est devant dans mon esprit et le Pays de Galles. Après, c'est difficile d'imaginer un match autrement que le Danemark qui prend le ballon et le Pays de Galles qui va essayer de
de sortir, de placer des contres. Parce que alors il va y avoir un joli combat si Kiefer Moore est aligné, s'il revient sur le terrain. Ils vont peut-être le remettre dans l'idée justement d'essayer d'avoir cette route pour se sortir du pressing et sortir plus facilement de leur moitié de terrain. Parce que je pense qu'ils risquent de prendre une certaine pression. D'ailleurs, est-ce que ce match-là se joue encore au Parken à Copenhague ? Ça peut être important. Et non, c'est pas le cas pour le coup. Il joue à Amsterdam, ça reste pas très loin quand même du Danemark, donc ce sera intéressant de voir comment ça se passera en tribune. Mais c'est vrai qu'après globalement le match m'intéresse parce qu'on va voir le Danemark, mais je pense qu'il y a quand même un certain écart, et d'ailleurs ça se ressentira dans mes paris après, que j'ai du mal à imaginer un match à suspense. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais quand je vois ce qu'a fait le Danemark sur la première phase et certaines limites qu'a pu montrer le Pays de Galles dans certains matchs, j'ai du mal à imaginer vraiment une rencontre où il y aurait vraiment du suspense, quoi. Voilà, je me répète. Raphaël, est-ce que déjà les Gallois vont une seule fois essayer de construire au sol quand les Danois vont aller les chercher au pressing ? J'imagine qu'ils vont le faire, alors que c'est déjà pas dans la mentalité locale a priori. Déjà rien que ça peut être vite, on rend la balle et donc du coup c'est un peu le risque de configuration bloc bas gallois face aux Danois qui construisent, quoi. Oui, mais bon, ce sera curieux de voir comment les Danois vont faire, parce que parfois ils ont joué des équipes qui ont ouvert un peu le jeu ou qui savaient pas défendre. Donc contre le Pays de Galles, c'est grand gabarit, alors que je suis en train de me battre avec mon chien pour qu'il fasse moins de bruit. Ça peut être curieux, on le verra avec mon pari tout à l'heure. Mais justement, je suis assez curieux de savoir si le Danemark va arriver à construire, à ressortir proprement, tout en évitant de trop ouvrir. Et de pas trop s'exposer face à Bale, face à Ramsey. Je pense que c'est l'enjeu du match pour le Danemark. Et James. Et James, en effet. Qui, j'ai été mauvais an, qui fait partie, je crois, des meilleurs créateurs d'occasion depuis le début de la compète, sur peu de temps de jeu. Donc ça m'intéressera. Oui, il y a ça, c'est ce côté, pour rebondir sur ce que dit Raphaël, ce côté un peu fou des Danois sur la première phase. Face à un adversaire où s'il y a une récupération, une passe de Bale vers James et ça peut partir très vite, t'as ce côté, est-ce que les Danois vont pas enflammer le match jusqu'à un point où ils le contrôleraient plus et ils puissent se faire piéger une fois peut suffire, mais je pense vraiment qu'ils risquent de se créer beaucoup d'occasions et que du coup ça finisse par craquer en espérant que la réussite les quitte pas après avoir ouvert la bouteille de ketchup contre la Russie, quoi. J'espère qu'ils l'ont pas vidé. Je sais pas ce que t'en penses, Florent, mais vraie interrogation, l'une des rares que j'ai, peut-être, c'est ce qui va se passer dans les couloirs, Maile face à James et Vass face à Gareth Bale. Qui va faire défendre qui va aller plus vite? Est-ce que Maile va totalement faire l'impasse et faire qu'attaquer en disant de toute façon James va très vite mais il sait pas faire un centre une fois qu'il a éliminé? Voilà, j'ai des vraies questions sur ça, sachant que t'as les deux plus rapides dans un côté et les deux un peu plus lents de l'autre. Ouais. Donc t'as pas Maile qui va aller plus vite que Bale, par exemple. Je pense que Vass peut être plus prudent, mais je me dis que Maile va pas se calmer. Il apporte tellement de toute façon offensivement par ses fixations, sa capacité à repiquer avec ou sans le ballon, etc. Côté droit, tu vois, les Danois ont, je pense, parmi les attaquants, des gars qui peuvent occuper la zone et permettre d'étirer la défense. Un mec comme Braithwaite, il peut se retrouver excentré à droite et être un peu tenter des percussions et débordements et centre. C'est pas forcément le cas. Enfin, à gauche, je préfère que Maile attaque. Et je pense en effet qu'ils risquent de forcer James à défendre. Et s'ils arrivent à forcer James à défendre, ils auront déjà fait une bonne partie du taf justement pour risquer moins de transition et moins d'être pris de vitesse. À noter que l'ami Joachim, alors ça prend pas en compte encore les matchs du jour, donc il y aura peut-être d'avoir des gens qui se rapprochent, mais sur les distances parcourues vers l'avant avec le ballon, il met 100 mètres à tout le monde, il met un peu plus de 100 yards à tout le monde. Alors il y a peut-être des Espagnols qui vont se rapprocher un petit peu, t'as Arcos Llorente qui était très très bien placé, mais qui n'a pas joué ce match-là. Et sur les courses progressives, il est aussi premier. Là, je pense que Pedri, qui fait des courses un peu plus courtes, qui en a fait beaucoup, peut le rattraper. Mais sinon, troisième, t'avais Højbjerg, l'ami Pierre-Emile, qui est également très haut dans pas mal d'autres statistiques, genre les shot creating actions, les actions qui ont créé des frappes. Il en a 5 de plus que tout le monde, là aussi, ça prend pas en compte les matchs du jour. Les deuxièmes étant Malinowski, De Bruyne, là sur un échantillon assez faible, De Jong et Memphis. Et là, dernier petit mot, Raphaël, l'entrejeu, mine de rien, côté danois, où ça peut... là aussi, t'as une vraie force, en fait. Højbjerg, notamment.
c'est Delaney un peu plus dans le contrôle, mais tu peux aussi attaquer en fait les Gallois sur cet aspect-là, aller voir si Joe Allen va résister aux percussions d'Højbjerg, etc. Højbjerg qui est pas du tout en plus dans le même projet à Tottenham, puisque c'est pas ce qu'on lui demande, mais qui pour le coup avec le Danemark montre tout ce qu'il sait faire offensivement, qu'on voyait un peu plus du côté de Southampton, où paradoxalement Southampton avait plus le ballon que Tottenham, en tout cas là savait plus en faire quelque chose, et ça serait intéressant de le voir. En fait le Danemark fait avec ses milieux ce qu'on aimerait que la Suède fasse avec ses milieux, même si Forsberg monte en puissance, mais disons qu'Ekdal et Olsson sont capables d'être de très bons joueurs de ballon. On l'avait vu d'ailleurs avec Olsson quand il avait joué Rennes en début de saison, et la Suède dans son projet de jeu ne s'appuie pas forcément sur eux très souvent pour construire, mais ils sont capables de le faire. Donc contre l'Ukraine ils seront peut-être d'ailleurs obligés, ça aussi c'est pas un huitième de finale qu'on est censé évoquer, mais la différence entre la gestion des milieux danois et suédois est un bon exemple de la différence de projet de jeu entre les deux. À noter, ça n'a rien à voir, mais que j'ai vu passer le truc tout à l'heure, j'en ai pas parlé. Benjamin Pavard, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Lucas Hernandez et Prenel Kimpembe sont sous la menace de suspension. En cas de carton jaune en 8e, il serait suspendu pour le quart, et on va pas s'amuser à tout lister, mais il y en a quelques autres à droite, à gauche. Donc, alors je pense pas qu'une équipe aura suffisamment de marge a priori pour se dire je mets quelqu'un au repos sur ce match-là pour pas qu'il prenne son jaune, je pense, en tout cas un titulaire indiscutable, mais c'est une variable quand même parce que si tu arrives en quart et que il te manque un ou deux joueurs, ça peut être un peu embêtant. Et ça repart à 0 au tour suivant ou je crois que ça repart à 0, parce que sinon ça serait quand même une menace qui plane très très longtemps. Il me semble qu'ils avaient un peu adouci ça. Mais bon, vrai que j'ai personnellement un peu de mal à comprendre, même si j'entends le truc. Mais c'est toujours embêtant d'arriver en quart et qu'il manque 2-3 joueurs importants, quoi. Ouais. Mais là, ça coupe très vite, en fait. C'est-à-dire que c'est quoi, c'est 2 cartons jaunes pris lors des 4 premiers matchs qui te... Ouais. Du coup, ouais. Ouais, c'est un peu dur, je trouve. Ouais, non, mais il me semble que j'allais dire l'ami, mais il ne connaît pas du tout. Mais comme Michael Cox, c'est un peu du même avis, qui se plaint régulièrement, Zonal Marking. Tu n'es pas sur sa list of mates? Non, je suis pas sur sa list of mates, mais moi, il m'a jamais barré, par contre. Mais ouais, ça nous a quand même privé d'un joueur formidable qui a raté une finale de Ligue des Champions en 2003 suite à un carton jaune un peu bête. Connais pas. Qui a quand même eu son ballon d'or, mais qui nous en un mec qui a jamais remporté la Ligue des Champions, je crois. Ouais, non, et qui en plus ça aboutit à une finale horrible qui quelque part légitimait le fait que voilà, Pavel Nedved c'était une des seules forces créatives de cette Juve à l'époque. Mais bon, le 0-0 face à Milan en finale, personne ne l'a oublié. L'autre 8e de finale de samedi, c'est Italie-Autriche, Florent. Une Autriche qui va presser, une Italie qui va réciter ses circuits et qui va casser le pressing. Qui, on l'espère, pour mes paris en tout cas. On va en parler après. Non, oui, ce qui est bien dans ce match, c'est l'opposition de style, quoi. Il y a deux styles assez marqués. Alors, on a vu l'Autriche essayer de faire des choses avec le ballon dans les matchs qu'elle était censée dominer, notamment face à la Macédoine. Elle a heurté son seuil de compétence côté pressing et même individualité face aux Pays-Bas. Là, face à l'Italie, qui a peut-être moins de talent individuel que les Pays-Bas quand même pour se sortir de la pression. Ça va être intéressant de voir la bataille en effet entre le pressing coordonné, enfin qui peut être coordonné des Autrichiens, et la capacité des Italiens à sortir de la pression, comme tu le disais, collectivement par des circuits de jeu, et ensuite à attaquer. Donc oui, non, ça va être une opposition de style intéressant, et un des huitièmes, qui m'intrigue le plus, même si, tu vois, avec l'Autriche qui va fonctionner à l'énergie pour pouvoir presser, il faudrait pas pour elle que l'Italie fasse la différence trop vite dans le match. Tu vois, s'ils marquent très vite et que tu te retrouves vite à 2-0, je pense que j'ai du mal à imaginer comment les Autrichiens pourraient revenir, quoi. Pour vraiment que le suspense tienne, il faudrait soit un but autrichien, soit que le 0-0 soit dur. Par contre, je sais pas si tu te rappelais, Flo, de ce qu'on se disait il y a quelques jours concernant l'Italie, avec le côté, ouais, ils ont leur circuit, ils savent comment ressortir, ils prennent les bonnes décisions, c'est très juste. Mais que va-t-il se passer s'ils tombent sur une équipe très agressive? Bah, justement, ça pourrait justifier le retour de Verratti, et là, ça tombe très bien, parce que Mancini peut dire, bon, bah,
Locatelli, tu vas te poser un peu sur le banc parce que là, vu le profil d'équipe, c'est plus pour Marco. Bah, ça peut être vraiment un match pour lui, en effet. À voir ce que va décider Mancini. Ouais, Est-ce que ce sera Leimer sur lui, du coup, dans cette zone-là? Logiquement, s'il joue axe gauche, ouais, c'est Leimer. Ouais. En tout cas, c'était Leimer qui jouait dans cette zone au départ sur le dernier match. Par contre, face aux Pays-Bas, je sais plus exactement comment ils étaient. Mais je crois que c'est Leimer et jouait toujours axe droit, quoi. En tout cas, je pense que ce sera un des 8e les plus sympas. Si l'Autriche va chercher, ce que j'espère. Ce qui peut la mettre en danger, mais bon, t'as pas mal de joueurs capables de faire ça. Ça a bien fonctionné contre la Macédoine du Nord. Est-ce que tu peux essayer de le refaire? Ça peut être pas mal. Mais s'ils vont chercher, ça peut être top. Oui, c'est vrai qu'il existe aussi un monde Raphaël où l'Autriche se dit tout le monde nous attend sur ça. C'est vrai qu'on sait le faire, mais en même temps, là, on risque d'arriver un petit peu en retard. Et si tu vois Verratti dans le 11, ou en plus, tu peux absolument mettre Verratti dans le 11, te dire il a 55 minutes devant lui, et tu fais rentrer Locatelli frais à la 50e, 55e, 60e, et tu t'es quand même pas tiré d'affaire. Et au moins, pendant un temps, je sais pas, balancer sur Arnautovic, par exemple, te contenter avec le ballon de percer balle au pied de Schlager, de Leimer et de centre de Leiner sur le côté, mais être assez prudent sans ballon en te disant bon vas-y essaye de gagner terrain contre 1 face à Berardi et puis on va voir si on arrive quoi. Mais d'ailleurs l'Autriche jouera-t-elle à 3 ou à 4 ? On verra. J'ai envie de dire 4. J'ai essayé de voir si vous aviez des pistes. Parce qu'ils ont joué à 4, contre l'Ukraine qui jouait à 4, et ils ont joué à 3 contre la Macédoine du Nord qui jouait à 3 ou 5. Et contre les Pays-Bas, ils avaient joué à 3 également. C'était à 3 aussi, ouais, puisque là-bas était encore dans sa position de libéraux. Mais Hinteregger est apparemment très incertain, il me semble. Ça va pas très bien physiquement. Pas ça t'enlève un défenseur, quoi. Ouais. On verra. Après est-ce qu'ils vont pas avoir une modulation pour pouvoir aller presser l'Italie justement quand elle passe à 3 puisqu'elle peut passer à 3 en possession. Est-ce qu'ils vont aller chercher comme ça? Après c'est pour ça que ça va être un match intéressant, tu vois, il y a quand même beaucoup de possibilités, pas mal de questions, si on est sur une approche en effet d'une Autriche qui essaye d'aller chercher l'Italie. À noter que Martin Hinteregger, qui est incertain pour ce match, est également pilote d'hélicoptère, visiblement selon Google Actu et les dernières news qui le concernent, qui n'étaient pas du tout ce que je cherchais à savoir. Bon, merci messieurs, je pense qu'on a globalement fait le tour. On va pouvoir passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris où la journée n'a pas été bonne, on va pas se le mentir, et moi je suis passé totalement à côté. Florent, est-ce que... Non, toi t'en as peut-être réussi un, je ne sais plus. J'ai le but de Goretzka. Tu sais, c'était mon but de Goretzka ou doubler Goretzka-Gosens. Salopard. Le but de Goretzka est passé. On peut dire j'ai mis 0,5 sur les deux, tu sais. J'ai pas mis 1, j'ai mis 0,5 sur les deux. Donc il est rentré, il a marqué. Il a même failli en mettre 2, puisqu'il y a quelques minutes plus tôt une tête où il est pas loin de devancer Goulashi pour la pousser au fond. Finalement, la balle lui revient quelques minutes plus tard dans la surface. Il met une frappe à terre assez puissante et puis c'était à combien ta cote? Ça fait l'égalisation. Goretzka était à 4,40 je crois. C'est pas mal. Il me semble. À noter quand même que il se qualifie pas, mais les Hongrois auront fait un parcours tout à fait digne sur le plan sportif sur cet Euro. Ouais, et sur le plan politique un peu moins. Oui, c'est pour nous la précision. Et donc on peut noter que dans le groupe de la mort ils n'ont pas eu de bol, mais qu'ils auraient potentiellement pu faire des choses s'ils étaient tombés dans le groupe de la Pologne et de l'Espagne par exemple, ce groupe de l'enfer. On peut même se demander dans combien de groupes est-ce qu'ils seraient passés en 8e. Sachant que là il manque 10 minutes pour qu'ils passent dans ce groupe-là. Donc t'imagines... Je me demande si dans tous les autres groupes ils passent pas en 8e en fait, finalement. Parce que en tout cas dans le groupe de la Finlande ils passent en 8e. Parce que Pays de Galles, Suisse, Turquie ils peuvent faire 2, je pense. Finlande, ils sont derrière Belgique et Danemark, ils peuvent faire 3 s'ils sont dans les meilleurs 3e. Pays-Bas, Autriche, Ukraine, Macédoine du Nord, ils peuvent faire 3 à la place de l'Ukraine. Angleterre, Croatie, Tchéquie, Écosse peuvent faire 3 voire 2. Et Suède, Espagne, comme tu disais Christophe, ils peuvent aussi être dans les meilleurs 3e je pense. Après je pense que c'est dans toute l'histoire de toutes les compétitions récentes, je dis récentes parce qu'il y a des compétitions anciennes où c'était encore plus prononcé, mais c'est l'équipe qui a eu le plus d'avantages à domicile.
Tu tombes sur une compétition où personne n'a plus de 15 000 supporters dans les tribunes et eux ils sont à 55 000 dans des stades en feu. C'était quand même un écart considérable, un avantage, à l'exception du match en Allemagne, où ils ont quand même failli faire le coup d'ailleurs. Les paris de l'ami Florent, donc on a déjà pas mal évoqué ces deux matchs, j'imagine que la justification fera écho à ce que tu as dit. On va débuter par Pays de Galles-Danemark. Oui, alors Pays de Galles-Danemark, et en effet ça va faire écho à ce que je disais tout à l'heure, où j'imagine quand même un écart assez conséquent entre les deux équipes sur quasiment toutes les phases de jeu. Finalement, je pense que les Danois défendent mieux, construisent mieux, pressent mieux, et que du coup un tel écart, à moins d'une individualité en feu côté gallois, mais est-ce que un Gareth Bale peut encore être en feu sur un match entier ? À voir, on verra samedi. Mais du coup, avantage Danemark, et donc je pars sur un pari très simple, c'est victoire du Danemark avec un handicap de -1. Donc le Danemark vainqueur par 2 buts d'écart au moins. Et c'est coté à 3,30. Voilà, je fais vite. Le pari de Raphaël sur ce match, on va faire ça façon ping-pong, hommage à Patrick Schill, à Jean-Philippe Gatien. T'es aussi sur une victoire danoise, mon cher Raphaël. Oui, aussi une victoire danoise en misant sur un Danemark qui va être capable de contrôler le match, de pas trop l'ouvrir. Et mon pari, c'est donc victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 du Danemark. Donc ça peut coller avec le pari de Flo. Et c'est à 2,45. C'est une petite cote, je vais pas me le cacher. C'est une cote fin de match de Portugal-France. Même état d'esprit. Mais j'étais pas trop inspiré par les autres possibilités. Et j'espère vraiment pour le Danemark que ça va pas être un match à but. Parce que si c'est un match à but, donc un match à espace ouvert, je pense qu'ils peuvent souffrir face à Ramsey et Bale, et je pense que c'est la seule configuration où le Pays de Galles peut vraiment surprendre le Danemark, et j'imagine que le staff danois en est conscient et qu'ils vont chercher à manipuler tout ça pour que ça n'arrive pas, et dans ces cas-là le fait de gagner sans encaisser est encore plus probable, et après le nombre de buts ça dépendra de la production offensive, mais le 1-0, 2-0 ou 3-0 me laisse du coup pas mal de liberté. Florent, Italie, Autriche, et tu es sur un buteur. Autriche. Oui, je le FC Doliprane là, il finit par se payer, cash là, c'est pas facile. Ouais, Italie-Autriche, et en effet je finis sur un buteur. Bon, je vais pas être très original, hein, mais j'imagine quand même l'Italie capable de casser le pressing, autrichien. Et c'est vrai qu'en bout de chaîne, s'il casse ce pressing là, il y a un joueur qui a l'habitude d'ailleurs d'être en bout de chaîne d'attaque rapide avec la Lazio, c'est Ciro Immobile. Donc voilà, je pars sur tout simplement un but de Ciro Immobile dans ce match, même si c'est un match décisif, et que c'est pas forcément quelqu'un qui a brillé par sa capacité à faire la décision dans ce genre de grand rendez-vous. Mais voilà, Ciro Immobile buteur pour l'Italie, c'est coté à 2,50. Et voilà, c'est un petit pari, une petite cote pour me calmer aussi un petit peu. Raphaël, là aussi, tu es en ligne avec ton compère sur le vainqueur. Oui, je suis en ligne avec Flo. Le vainqueur, ce serait disons que l'Italie marquerait au moins 2 buts, puisque je pars sur l'Italie marque dans les 2 mi-temps. À 2,45 depuis le début, c'est un pari qui me porte pas du tout chance, parce que j'avais essayé sur la France avec but de Mbappé, ça n'avait pas marché. J'avais essayé sur les Pays-Bas avec but, rappelez-vous du twist fou, et but de Luc de Jong à la place de Depay, alors que Depay marque dans ce match. Vraiment, oui, j'ai senti, Flo, dans ta légère onomatopée, bien fait tocard. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout en plus. Ça assez vélo. Alors que j'aime pas l'image, donc j'ose imaginer à quoi ressemblait ta tête à ce moment-là. Et donc l'Italie marque dans les 2 mi-temps à 2,45. Je mets pas de buteur parce que je veux pas refaire la même erreur. Mais bon. Mais du coup, ce serait sur le scénario d'une Autriche qui va chercher un peu, ou qui va ouvrir le jeu et qui va pas chercher le 0-0 à la mi-temps. Et je pense que si l'Italie arrive à marquer en première, c'est sûr qu'ils marqueront en deuxième, parce que l'Autriche devra revenir et que l'Italie pourra profiter de ces espaces pour justement, comme le disait Flo, miser sur des éléments capables de finir des attaques rapides qui peuvent commencer finalement par des bonnes sorties de balle. Et avec cet effet sortie de balle réussie, on casse le pressing, on se retrouve avec des espaces tellement ouverts que ça ressemble à un contre, chose que par exemple Sassuolo fait très bien avec des Zerbi, et que l'Inter sait très bien faire avec Conte. C'est deux équipes qui ont une certaine influence sur cette équipe d'Italie, donc je pense que ça peut fonctionner, et je l'espère. À noter qu'on pensait faire un épisode d'environ 1h30 et que j'ai décidé de raboter 10 minutes en hommage aux 10 minutes rabotées par l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Vous m'aviez parlé de faire 10 minutes de silence au début du podcast. Je me suis dit qu'on risquait quand même de perdre des gens en cours de route. Donc on va partir là-dessus. Et Florent, petite pause là du coup pour nous. On arrive à la fin de la première partie de notre marathon de l'Euro.
C'est ça, petite pause de 2 jours. La première, en effet, depuis le 11 juin au soir, du coup. Ça va pas faire de mal, hein, n'est-ce pas? On va pouvoir se reposer, pouvoir vivre aussi un petit peu. Et puis, on revient en effet samedi après les premiers huitièmes de finale. Et ensuite, on enchaînera là encore 4 jours d'affilée pour tout raconter sur ce qu'il s'est passé sur ces 8 huitièmes de finale. Et à noter qu'il y a aussi des analystes qui continuent à arriver sur Copa Arena, des présentations d'adversaires. Absolument. Je vais essayer de faire le banquet. Je suis pas ultra en étape, j'ai pas trop avancé, j'ai même pas écrit une seule lettre. Mais on va essayer de livrer ça pour demain soir. Raphaël écrit des présentations d'adversaires. Tacompo nous a fait une présentation de la Hongrie à l'époque. Tu as fait toi des débriefs des matchs de l'équipe de France. Tu en feras peut-être un là pour ce match-là, Florent, face au Portugal, ou t'es trop dépité? Je ne sais pas encore. Parce que si ça viendra après le banquet. Qui va boucler la phase de poule, et du coup à voir s'il y a un débrief du France-Portugal ou si on attaque directement sur la Suisse en fait, et sur un focus sur la Suisse, donc à voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après le 8e il y aura un débrief sur le France-Suisse, voilà, pour être complet. Absolument. Eh bien écoute, merci pour tout ce que tu fais pour la France. C'est grâce à des gens comme toi que le pays avance, exactement. On t'en remercie. Merci à Raphaël. Je ne sais pas s'il le fait avancer, mais en tout cas, il lui évite de reculer, ce qui est déjà pas mal. Raphaël le fera. Je pense que c'est le pire compliment que merci à quelqu'un tous a jamais de nous reçu. avoir écoutés. On se retrouve donc dans 2 jours après cette petite pause. À bientôt. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.